On parle souvent d'intelligence artificielle, de modèles, d'algorithmes, de technologies qui transforment le monde. Mais on oublie une chose essentielle. Avant l'IA, il y a la donnée. Et dans la majorité des entreprises aujourd'hui, cette donnée est déjà là, silencieuse, dispersée, sous-exploitée. Des milliers de documents, des contrats, des factures, des archives, un patrimoine invisible qui dort. Et si le véritable enjeu n'était pas de créer plus de données, mais d'exploiter enfin celles que vous possédez déjà? Et si derrière chaque document se cachait une opportunité de performance, de décision, de croissance? Dans cet épisode, nous allons changer de regard, comprendre pourquoi vos documents ne sont pas un coût, mais un actif stratégique. Et comment, à l'ère du Human plus AI, ce patrimoine peut devenir un véritable centre de valeur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cédric Akele, spécialiste en intelligence décisionnelle propulsée par l'IA. Ensemble, nous allons répondre à une question simple, mais radicale. Et si vos documents valaient des millions? Bonjour Cédric, Bonjour. merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Avant toute chose, je vais te laisser te présenter, dire un peu à nos auditeurs et à nos téléspectateurs qui est Cédric Akele. J'ai le plaisir de te connaître depuis de nombreuses années maintenant, mais on va te laisser te présenter. C'est ça. Alors, donc, Cédric Akele, Didier Ezan. Je suis un passionné de technologie. J'ai eu un cursus à l'étranger, France et Angleterre, et je suis revenu depuis 2008. J'ai travaillé dans pas mal de structures, Coca-Cola, dans des entreprises privées, NCA Technologies. J'ai aussi travaillé dans l'administration publique. J'ai eu un parcours entrepreneurial aussi, où j'ai cherché à développer des solutions technologiques avec quelques difficultés. Et avec l'avènement en 2022 de l'IA et du décollage de ChatGPT et tout ça, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à cette révolution technologique-là. Et ma foi, aujourd'hui, je travaille dans une boîte qui, aujourd'hui, est en train de réfléchir à l'évolution documentaire en Côte d'Ivoire. Et donc, je pense que c'est pour cela qu'on est en train de faire ce podcast-là, pour essayer de voir aujourd'hui comment est-ce que l'IA rentrera dans les entreprises et comment est-ce que les entreprises et les employés même de ces entreprises-là peuvent exploiter l'IA en termes de productivité, créativité. Donc c'est vraiment le but, l'objectif en fait de ce podcast, hein, c'est de vraiment pouvoir aborder sans tabou, sans détour, les impacts de l'IA sur le monde du travail, sur la prise de décision et sur tout ce qui est créativité. Que ce soit aussi bien au niveau artistique que au niveau donc décisionnel. C'est ça. Tout simplement. Donc c'est top. Donc un parcours polyvalent, intéressant. En tout cas, merci encore d'être là. Donc, on va poser le décor. Hein. Tu l'as très bien introduit en explicitant un peu justement tout ce qui tourne autour de l'IA. Et quand on parle aujourd'hui d'IA, on parle beaucoup de data. C'est ça. On parle beaucoup de données. Sur le terrain, selon toi, quel est l'état des informations au niveau des entreprises ivoiriennes? On va contextualiser à la Côte d'Ivoire. Toi qui travailles justement dans le domaine de... C'est ça. Ben, écoute, l'État n'est pas forcément révisant parce qu'aujourd'hui, nous qui sommes dans le secteur du flux documentaire, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'impressions qui se font. Donc, les employés travaillent sur des équipements informatiques et ils ont le réflexe de toujours lancer des impressions pour avoir les données papier. Mais on se rend compte aujourd'hui que ces données papier-là ne sont pas forcément exploitées. Chose qui est normale. Hein. Les gens aujourd'hui, ils stockaient ces données-là juste pour se dire, pour créer des archives, si on veut voir. Voilà, donc ils le faisaient pour créer des archives et ils se disaient, un jour, on en aura besoin. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte qu'avec la puissance de l'IA, ces données-là peuvent être exploitées. Le seul inconvénient, c'est qu'ils sont encore papier. Donc, nous, aujourd'hui, on se positionne à dire il faut numériser tous ces papiers-là et ensuite voir dans quelle mesure on peut les exploiter. C'est une manière de se réapproprier donc les données. C'est ça. Et pourquoi, selon toi, est-ce que les entreprises ont autant de mal à transformer justement ces documents-là en véritables actifs stratégiques? Parce que tout ça, c'est de la donnée. Oui. Mais parce qu'en fait, déjà, il y a une perception. Il faut éduquer, en fait, ces entreprises-là à être ce qu'on appelle des entreprises data-driven. Donc, ça veut dire qu'ils sont portés déjà sur la donnée. Parce que la donnée est un actif stratégique au même titre qu'un employé. La donnée est un actif stratégique. Je vais planter un peu le décor rapidement. Quand on travaille, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit, on écoute, on brainstorm avec des collègues et après, on crée de la donnée. Indirectement, on crée de la donnée. Et cette donnée-là, on la matérialise sur un document. Donc, ce document matérialisé, souvent, il y a des impressions qui se font.
souvent, ça reste dans des disques durs et tout ça. Et en fait, l'humain n'a pas la capacité d'avoir 2 Téra, 3 Téra de données et les exploiter. Alors que l'intelligence artificielle aujourd'hui a cette capacité-là d'exploiter ces données. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que toutes ces données qui sont des archives et tout ça peuvent être exploitées et on peut trouver de la richesse, voire de l'or dans ces données-là, si jamais on les exploite bien. Effectivement. Et donc, ça, derrière, ça nécessite une certaine prise de conscience. C'est ça. Au plus haut niveau. C'est ça. Et justement, les dirigeants qui pensent que tout ce qui est gestion documentaire, c'est un sujet administratif. Quel est le message que tu leur ferais passer? C'est une erreur parce qu'aujourd'hui, quand on a beaucoup d'exemples, même en Côte d'Ivoire, on prend aujourd'hui des entreprises comme Yango. Yango aujourd'hui, par exemple, pour ne pas faire de publicité, mais Yango aujourd'hui, par exemple, ils ont de la donnée sur le trafic routier. Et donc, cette donnée-là aujourd'hui a fait qu'aujourd'hui, dans la chaîne de valeur du VTC, ils sont devenus incontournables et ils sont même en train d'être conseil pour le ministère des Transports parce qu'ils ont cette capacité-là à comprendre où sont les accidents, où sont les endroits dangereux, quelles sont les routes qui ont des bons tronçons, qui n'ont pas de bons tronçons. Donc aujourd'hui, les décideurs doivent se dire en fait qu'ils ont un actif qu'ils n'arrivent pas à valoriser et qu'ils n'arrivent même pas à exploiter. Et donc il faut qu'ils prennent conscience et qu'ils trouvent qu'on leur explique des cas d'usage concrets qui leur montrent qu'en fait qu'ils doivent emboîter le pas. Et ça leur permettrait de gagner des parts de marché ou d'être des leaders dans leur secteur. Donc, la donnée. La donnée. Le fameux or bleu. Le fameux or bleu, c'est ça. Le fameux or bleu. Et surtout avec ce concept, aujourd'hui, dont je te parlais, en fait, les banquiers aujourd'hui ont parlé de tout ce qui était KYC. Donc, il fallait aujourd'hui que les banques puissent maîtriser leurs clients. Et donc, moi, aujourd'hui, je dis aux entreprises, aujourd'hui, il faut que vous ayez votre KYD, c'est-à-dire Know Your Data. De la même manière que les banques ont leur KYC pour Know Your Customer ou Know Your Client, aujourd'hui, les entreprises doivent connaître leurs données. Ils doivent la connaître, parce que cette donnée-là, elle sera exploitable par eux déjà. C'est une valeur stratégique. C'est une valeur hyper stratégique. D'accord. Donc aujourd'hui, en fait, nous, on a déjà une analyse de maturité documentaire qu'on essaie de regarder dans les entreprises. Et bon, il faut qu'on soit clair, hein, 70% des entreprises ivoiriennes sont dans plus ou moins un chaos documentaire. C'est pas un mot péjoratif, ça, c'est vraiment de dire qu'il n'y a pas une volonté de structurer cette donnée-là et de l'exploiter pour l'avenir. Et on est d'accord que ça a un impact direct sur la productivité, notamment le temps mis pour trouver un document ou une information. Totalement. C'est à peu près une vingtaine de minutes par jour qu'un employé a à rechercher un document physique comme un document numérique. Donc, une vingtaine de minutes par jour, quand vous prenez l'heure de travail, par exemple, à 10 000 francs, la vingtaine de minutes, ça fait 2 000 francs. Quand vous multipliez ça par 25 jours, quand vous multipliez ça par, 12 mois, et ensuite que vous multipliez par le nombre d'employés, vous arrivez facilement à 10 ou 15 millions. Donc, on n'en a même pas conscience, mais la perte de temps et de l'argent pour l'entreprise. Ok. Et selon toi, qu'est-ce qui freine le plus justement cette transformation-là? Parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui en ont conscience, j'imagine, de plus en plus en tout cas. Mais qu'est-ce qui freine? C'est quoi? Le coût d'acquisition des machines pour numériser, les serveurs pour stocker la data? Selon toi, qu'est-ce qui ralentit, on va dire, ce processus? Parce qu'on a encore beaucoup de papier. C'est ça. Ou alors c'est simplement de la conduite du changement? C'est de la conduite de changement. C'est une prise de conscience générale dans l'entreprise où en fait, on a cette perception-là au niveau entreprise où celui qui a sa donnée, c'est comme si c'est sa donnée à lui, c'est pas la donnée de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, il y a des personnes aujourd'hui qui gardent la donnée parce qu'ils se disent que c'est une valeur ajoutée dans le cadre de leur travail, alors que c'est la donnée de l'entreprise. Donc aujourd'hui, il y a cette perception-là. Rassurer les employés que la donnée, c'est une donnée stratégique, c'est vrai, pour eux, dans le cadre de leur activité, mais surtout pour l'entreprise elle-même. Parce que si aujourd'hui, tu arrives à mettre à disposition très rapidement cette donnée-là, c'est clair que ta hiérarchie va te dire que tu es productif. Voilà, et que tu ne fais pas de la rétention d'informations. Vous savez, il y a ce genre de concept-là aussi qu'on a en entreprise, où les gens font de la rétention d'informations. Donc, la donnée est stratégique. Donc, l'élément déclencheur, c'est déjà la prise de conscience générale de l'entreprise par des ateliers pour montrer aujourd'hui que vous pourrez être beaucoup plus productif et vous pouvez créer de la valeur grâce à la donnée, en fait. D'accord.
Et si tu devais décrire, toi, les grandes étapes logiques pour transformer un patrimoine documentaire en levier de performance, tu le présenterais comment? Ce serait quoi? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. En fait, nous, on a ce qu'on appelle le grand voyage du document, qui, en fait, donc, c'est un document qui voyage à 5 étapes. La première étape aujourd'hui, c'est de sécuriser le patrimoine documentaire de l'entreprise. Donc, c'est de sécuriser les archives. Malheureusement, il y a des archives. Bon, j'ai des anecdotes. Aujourd'hui, on a des clients qu'on va voir qui ont des archives dans des archives de 1905. Donc, qui ont encore du papier qui date de 1905. Donc, aujourd'hui. Pas numérisé. Pas numérisé. Et c'est un papier qui est très sensible. Vu l'humidité, vous savez, la donnée aujourd'hui, il y a pas mal enfin, les archives papier, pardon, il y a pas mal d'entretien à avoir pour l'humidité, pour ne pas que ça s'effrite et tout ça. Donc, aujourd'hui, nous, on essaie de regarder quel est le patrimoine documentaire qu'on peut sécuriser dans l'entreprise. Première étape. Ensuite, on essaie de l'organiser. Une fois qu'on l'a organisé et qu'on l'a fait valider par la direction générale, ensuite, on vient dans la phase de numérisation. Donc après, effectivement, c'est toute une panoplie d'équipements qui vont nous permettre de numériser. Une fois qu'on a numérisé ces documents, troisième étape, il faut les indexer et puis leur donner une identité. D'accord. Compréhensive pour l'entreprise elle-même. Une fois qu'on a fait ça, on peut aller après à 3 volets. Soit on va sur de ce qu'on appelle de l'archivage électronique. Je dis bien électronique, pas numérique. Mais on peut aller sur l'archivage électronique. Donc, on sécurise. La GED, c'est ça? Non. Non, pas du tout. Non. On est d'abord sur de l'archivage électronique. Donc, l'archivage électronique, c'est de dire aujourd'hui que la donnée qu'on a numérisée, on l'a indexée, on lui a mis un neurodatage certifié qui fasse qu'elle a une valeur probante et qu'on peut la conserver. On peut même détruire le papier physique, mais ce n'est pas recommandé parce que les textes encore en Côte d'Ivoire ne sont pas encore prêts. Mais l'archivage électronique, c'est de dire qu'on a un papier qui ne va pas être altéré pendant 10, 15 ans, 20 ans. Ça, c'est l'archivage électronique. Donc, on peut aller sur cette tranche-là dans l'entreprise, sur ce volet-là. Le deuxième volet, on peut aller sur de la GED, comme tu viens de dire. Donc, de la GED, c'est de dire qu'aujourd'hui, le papier numérisé va rentrer dans un flux, un processus et un flux documentaire précis. Donc, un exemple palpable qu'on peut avoir de la GED, c'est ce qu'on appelle la gestion électronique de courrier. Le courrier est un document. Et donc, le courrier est un processus qui fait en interne dans une entreprise. Il rentre dans l'entreprise, il est imputé au directeur général qui lui impute à un de ses collaborateurs et qui rentre dans un flux. Donc, le meilleur exemple que je peux donner, en tout cas pour la gestion électronique de documents, c'est la gestion électronique de courrier. Et ensuite, en troisième étape qu'on est en train d'essayer de développer, c'est de dire aujourd'hui qu'une fois que vous avez numérisé ces documents, vous pouvez les stocker dans des équipements très, très, très puissants qui vont se faire entraîner par de l'intelligence artificielle et que vous pourrez exploiter. Donc, aujourd'hui, quand vous numérisez tout votre plan comptable, vous pouvez dire aujourd'hui à ces équipements-là, poser des questions en langage naturel, un peu comme un chat GPT local. Vous pouvez leur demander, par exemple, je veux avoir le plan comptable des 3 dernières années, fais-moi un ratio sur la rentabilité de mes voitures, fais-moi un ratio sur la rentabilité de mes machines sur le champ industriel. Et ça, aujourd'hui, l'IA saura le faire parce que vous avez les données qui sont structurées, organisées et accessibles. Exactement. Bien d'accord. La donnée structurée même, parce que vous avez déjà les données disponibles. Une fois que vous avez les données disponibles, l'IA va faire sa structuration. Voilà. Je peux faire une petite digression, mais aller aussi sur le principe aujourd'hui de la business intelligence et puis l'intelligence artificielle. Voilà. Aujourd'hui, ce sont 2 concepts. La business intelligence, c'est ce que tu viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est structurer des données, vraiment des quantités de données et en faire une analyse stratégique pour les décideurs. Mais en fait, c'est une analyse qui se fait à l'instant T. Qu'est-ce qui se passe sur mon business à l'instant T? Alors qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, non seulement va restructurer ces données-là, je dirais mieux que l'humain, mais en plus, elle va faire des corrélations avec ces données-là et ne va pas seulement dire aux décideurs, voilà ce qui se passe sur ton business, mais elle va dire aussi, l'intelligence artificielle à ces décideurs-là, mais voilà pourquoi tu es arrivé à ce stade-là dans ton business. Donc, ce n'est pas seulement le qu'est-ce qui se passe, c'est le qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça s'est passé comme ça et pourquoi on en est arrivé là. Et moi, j'estime que c'est très, très important pour un décideur. Le décideur, il a besoin de comprendre ce qui ne marche pas pour améliorer son business et pour créer de la valeur en plus. Donc, ce n'est pas seulement de dire, OK, vous avez fait aujourd'hui 30% de chiffre d'affaires, votre ratio, il est comme si, vous avez tel nombre d'employés et tout ça. C'est de dire, non, vos employés, ils ont fait telle performance parce qu'il y a eu tel problème, il y a eu le Covid qui est arrivé, il y a eu tel phénomène endogène qui a fait que, et ainsi de suite. Donc, on a de l'analyse beaucoup plus poussée. Et moi, j'estime que c'est ça la création de valeur que l'IA apporte à l'entreprise, mieux que la business intelligence. D'accord, c'est super. C'est assez intéressant ce que tu entends dire. Est-ce que tu aurais des cas, un exemple concret, par exemple, juste un cas d'usage à nous partager comme ça, basé sur justement l'exploitation de données? Bon, si tu en as. Je t'en avais parlé et je vais le redire encore ici. En fait, prenons un exemple concret. Quand vous regardez, par exemple, les sociétés de sécurité privées en Côte d'Ivoire,
OK? Une société de sécurité privée aujourd'hui, son activité, c'est surtout de faire ce qu'on appelle de la main courante, c'est-à-dire de mettre à disposition des agents de sécurité qui vont sécuriser des sites, donc des villas ou des sièges de bureaux et tout ça. Et donc, en termes de données, ces agents-là font de la remontée d'informations stratégiques à l'entreprise pour juger un peu l'indice de sécurité de l'entreprise et de la zone. OK? Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, ces sociétés de sécurité privées-là, elles ont une mine d'or parce que grâce à ces indices-là et grâce à ces données de remontée terrain, aujourd'hui, elles peuvent créer de la valeur. Comment? Elles peuvent aujourd'hui créer ce qu'on appelle un indice de sécurité par quartier. Parce que qui de mieux que les sécurités privées de dire aujourd'hui que, par exemple, Abata ou alors Port-Boué a aujourd'hui un indice de sécurité qui est très, très risqué parce qu'il y a beaucoup de braquages, il y a des zones dangereuses, il y a des villas qui sont en train de se créer. Mais ces villas qui sont en train de se créer, là, n'ont pas toute la sécurité qu'il faut, toute l'infrastructure, même pas de commissariat autour pour avoir une intervention. Je reformule. Hein. Donc, la donnée notamment qui vont remonter grâce à leurs interventions, c'est déjà les demandes de protection de mise à disposition d'agents. C'est ça. Ils voient à peu près s'il y a des nouveaux quartiers qui sont en train de se développer, donc avec une demande qui augmente. C'est ça. S'il y a un incident, que ce soit une infraction, un cambriolage ou même un accident, c'est ça. Que c'est signalé, c'est remonté, donc l'information est à la disposition. Donc, on peut connaître la fréquence, etc. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et donc, pour aller dans ton sens, c'est parce qu'il y a cette fréquence-là, aujourd'hui, et dans ces données-là, qu'aujourd'hui, l'IA pourra dire, mais en fait, quand on regarde, par exemple, dans ces zones-là, quand on arrive aux fêtes de Noël, par exemple, il y a énormément d'insécurité à Noël. Donc, parce que l'IA a vu cette corrélation qui fait ressortir, c'est ce qu'on appelle une insight. Donc, l'insight, c'est vraiment quelque chose qui crée de la valeur sur une donnée qu'on a, mais qu'on n'exploite pas. Donc, l'exemple que je veux donner encore, c'est par exemple, quand on prend l'agriculture, aujourd'hui, on a les cabosses de cacao qui sont de la donnée. Ensuite, on les transforme avec des machines et des usines qui transforment cette cabosse-là. Donc, pensons à ces machines et ces usines-là comme l'IA. Et ensuite, on a le chocolat. Le chocolat, les barrettes de chocolat qui ont de la valeur. Le cacao, comme disait notre président Félix Houphouët-Boigny, voilà, il était toujours étonné. Moi, je me rappelle, mon père me disait, il était toujours étonné de savoir qu'aujourd'hui, ils vendent la cabosse de cacao à même pas 50 francs. Et aujourd'hui, on lui sort une tasse de café avec du chocolat qui coûte 12 francs ou 13 francs français. Donc, aujourd'hui, c'est cette valeur-là que je veux essayer de mettre en avant, de dire aujourd'hui, donc, pour revenir aux sociétés de sécurité privée, qu'en fait, vous avez de la donnée. Donc, ce sont les mains courantes, comme tu disais. Et en fait, vous devez transformer cette donnée-là. Avec des usines, en atout stratégique pour sortir maintenant une documentation qui est stratégique, qui a de la valeur pour M. Diaby, qui a de la valeur pour M. Akele et qui aura de la valeur pour n'importe quel Ivoirien. Parce que tiens-toi bien, si aujourd'hui, moi, je veux essayer d'investir dans une zone spécifique et qu'aujourd'hui, des sociétés de sécurité privées me font des bulletins trimestriels de sécurité, mais avant de faire l'investissement, j'irai normalement payer même ce bulletin-là pour m'assurer que j'achète un bien dans une zone qui, depuis 10 ans, a quand même une certaine sécurité. Alors, super. Et c'est là où je m'apprêtais à te poser une question en te disant, bah, écoute, justement, un DG, généralement, c'est les finances qui drivent un peu les décisions stratégiques des entreprises. Un DG qui allait te demander combien est-ce que ça peut me rapporter. Mais là, en fait, quand tu as assis sur une véritable donnée, c'est une véritable mine d'or. Exactement. En fait. Exactement. Mais pour revenir encore au point des DG, en fait, ils savent aujourd'hui qu'ils doivent aujourd'hui créer de la valeur, augmenter leur performance et être des leaders sur leur marché, sur les chaînes de valeur. Après, c'est comment est-ce qu'on leur explique l'écosystème dans lequel ils sont et comment on leur explique la donnée stratégique qu'ils ont, comment est-ce qu'aujourd'hui ils peuvent l'exploiter. Parce que je vais sur des étapes. Hein. Il y a le fait de dire aujourd'hui, quand on a numérisé la donnée, l'entreprise peut l'exploiter elle-même stratégiquement pour gagner des parts de marché dans sa chaîne de valeur. Et il y a ensuite de dire, non, mais nous, on cherche à créer de la richesse et on veut gagner plus d'argent. Donc, par derrière, la donnée que je possède, moi, M. Akele, mais M. Diaby en a besoin. M. Diaby, il en a besoin, il n'a jamais dit à M. Akele, mais comme M. Akele a fait, par exemple, a créé ce concept-là, M. Diaby l'a tout de suite appelé pour lui dire, ah, mais bon, ça, moi, mais j'en ai besoin tout de suite et je paye pour ça. Ouais. Donc, aujourd'hui, en principe, en Côte d'Ivoire, on doit pouvoir voir ces échanges de données stratégiques, là. Je dis toujours, on crée des concepts d'intelligence. Donc, aujourd'hui, on peut avoir M. Diaby qui a son entreprise, qui crée son intelligence. Donc, ce sont ces données sécurisées, souveraines, qui sont très intelligentes. Et il peut mettre à disposition de M. Akele des informations dont il a besoin moyennant coût.
puisque c'est lui qui les a forgés, c'est lui qui les a créés. D'accord. Et ça, je pense que c'est un point très important parce que quelque part, tu viens de démontrer que au-delà de l'investissement que cela demanderait, il y a un véritable retour sur investissement. Voilà, c'était là. Et c'est mieux qu'un retour sur investissement. Parce que voyez bien, si aujourd'hui on prend les sociétés de sécurité privées, si aujourd'hui ils font par exemple des bulletins trimestriels de sécurité par quartier, ces bulletins, ils vont les vendre tout le temps pendant 50 ans. Parce que la sécurité est tellement importante dans les villes qu'aujourd'hui, en fait, ils ont créé quelque chose, mais qu'ils vont monétiser ou bien monnayer, je ne sais pas, en tout cas, ils vont le monétiser, monnayer durant des années. Donc, c'est un investissement qui se fait au départ, Ouais. mais après qui est infini. La connaissance, c'est ça aujourd'hui. La connaissance, on la produit et après, on la vend à plusieurs personnes. Et donc, à t'écouter, on a envie de dire que finalement, c'est l'inaction qui coûte plus cher que l'investissement. Exactement. C'est l'inaction qui coûte beaucoup plus cher. En fait, qui ne coûte pas cher, c'est l'inaction qui va faire qu'aujourd'hui, le métier dans lequel les gens sont peut être amené à disparaître. Voilà. Et je ne sais pas si je peux aller dans ce sens-là pour dire aujourd'hui, j'ai l'impression en Côte d'Ivoire que les gens ne se projettent pas sur du long terme. Les entreprises ne se projettent pas sur les 5 prochaines années. Que va devenir mon business dans 5 ans avec l'avènement de l'intelligence artificielle? Les entreprises doivent pouvoir se projeter parce que si elles ne le font pas, il y a des jeunes aujourd'hui qui ont compris l'impact de l'intelligence artificielle qui vont créer des écosystèmes plus ou moins identiques à ces entreprises-là et qui vont créer des choses nouvelles qui vont vraiment disrupter le marché. Et donc, je dis moi, je dis un peu aux grands frères que je côtoie, en fait, ne soyez pas les prochains Kodak ou les prochains blockbusters des années 2026, comme Kodak et Blockbuster ont été en 2000, avec Kodak, bien sûr, avec l'avènement de l'appareil photo numérique, l'appareil photo, avec les pellicules. Kodak avait une vache à lait. Ils se sont dit aujourd'hui, bon, on a l'appareil photo numérique, mais ça ne va jamais marcher. Ils ont raté le virage. Ils ont raté le virage. Blockbuster, pareil. Je ne sais pas si tu te rappelles. Blockbuster, pour ceux qui ne le savent pas, parce que c'est pour les plus jeunes générations, Blockbuster, c'était de la location de DVD Exactement. et VHS. Exactement. Donc, voilà, nous avons un certain âge. Voilà, c'est ça. Et donc aujourd'hui, ils sont toujours sur Netflix. Donc aujourd'hui, c'est de la donnée qu'ils ont à disposition. Ils ne se déplacent plus pour aller chercher de la donnée et de l'information. Donc, c'est une petite digression que je voulais faire. Donc, il faut se réinventer, il faut s'intéresser à son business dans les prochaines années. D'accord. Et aujourd'hui, quelqu'un qui t'entend, qui comprend ce que tu entends dire, qui comprend qu'il faut capitaliser sur la donnée, par où est-ce qu'il faudrait qu'il commence? Ce serait quoi? Le premier pas, déjà la première chose à faire, là, le premier pas, et ensuite, de manière schématique et simple. Pour commencer, il y a déjà s'assurer qu'il a de la documentation, donc s'assurer qu'il a des archives qui sont encore opérationnelles, qu'il peut sécuriser, 1. Et 2, c'est ensuite réécrire tout le processus de son business. C'est-à-dire pourquoi aujourd'hui on a été créé et qu'est-ce qui fait notre force. Donc ça, c'est vraiment faire une rétrospective de son activité et s'assurer que cette activité-là, effectivement, on gagne de l'argent, mais est-ce que dans 10 ans, on gagnera encore de l'argent? Donc c'est vraiment une analyse stratégique à faire, mais c'est vraiment une analyse stratégique 360 avec tous les employés. Tous les employés doivent pouvoir se dire aujourd'hui, moi, voilà le travail que je fais et voilà comment j'apporte de la valeur à mon entreprise. Et donc, comme une pyramide, en fait, ça vient du bas et ça remonte là-haut à la direction générale, où la direction générale se dit effectivement, voilà notre business model. Il y a le principe d'un terme qu'on appelle le business acumen. C'est-à-dire que c'est bien comprendre ton business au-delà même du business model. Et donc, une fois que tu comprends ton business acumen, aujourd'hui, maintenant, tu peux essayer de te dire, OK, comment est-ce que les technologies disruptives qui sont en train d'arriver, comment est-ce qu'elles vont changer le paradigme de mon business? Une fois que tu en as conscience, après, tu vas mettre de ton destin pour essayer de t'adapter et de réinventer ton business en fonction de ces technologies disruptives. Sinon, je reste persuadé que quelqu'un d'autre le fera, Mohamed. Je te le dis, et aujourd'hui, quand je regarde l'avancée avec la fameuse loi de Moore dont je te parlais tout à l'heure, cette loi de Moore qui est exponentielle, les technologies sont de plus en plus puissantes. Donc, la documentation, elle est créée en même pas 3-4 minutes, alors qu'aujourd'hui, un être humain, avec tout le background qu'il a, en même pas 3 heures ou 4 heures, elle peut faire cette même documentation. Donc, l'instantanéité va aller très vite. Donc, les gens qui sont agiles, les entreprises qui sont agiles, et tout ça, vont prendre des parts de marché par rapport à des entreprises qui ne le sont pas. Et donc, ces entreprises vont disparaître. Donc justement, en parlant de tous ces aspects, tu l'as dit, hein, tu es un technophile, hein, tu as un parcours avec plusieurs facettes, donc tu as vu d'autres vagues technologiques. Qu'est-ce qui rend l'IA différente des précédentes vagues technologiques qu'on a vues ces dernières décades, on va dire?
Ben, écoute, avant ces vagues technologiques qu'on avait vues, en fait, elles ne touchaient pas à l'intrinsèque même de l'être humain, c'est-à-dire son intelligence. On est tous sur cette terre-là parce qu'on a un cerveau et parce qu'aujourd'hui, on crée de la valeur à partir des informations qu'on a dans notre cerveau et on délivre ces informations-là moyennant coût. Donc avant, ces technologies-là, elles touchaient des infrastructures, elles touchaient des concepts, mais elles ne touchaient pas à l'intrinsèque même de l'être humain qui est l'intelligence. Et donc aujourd'hui, la fulgurance avec laquelle cette technologie est arrivée et est rentrée dans les habitudes est impressionnante. Et j'écoute toujours un blogueur qui dit qu'aujourd'hui, une révolution technologique elle passe par 3 phases. La première phase, c'est la phase un peu ringarde, où on a tout de suite vu, bon, ChatGPT, bon, oui, c'est pas possible. Comment il peut donner des informations? C'est pas possible. Ce ne sont que les humains qui sont intelligents, c'est pas possible. D'ailleurs, il raconte un peu des histoires, il hallucine et tout ça. Les hallucinations. Voilà, donc première phase. Deuxième phase, attention, c'est pas mal et ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux pour nos métiers. Parce que si ce truc-là sait faire ce qu'on sait faire, qu'adviendra-t-il de nos métiers? Donc, deuxième phase, là, c'est dangereux. Et troisième phase, ça devient évident. Ça devient évident où aujourd'hui, on va demander à n'importe quel employé, indiscrètement, hein, écoute, est-ce que toi, tu achètes du ChatGPT? Il va te dire, mais bien sûr, écoute, je fais mes courriers plus rapidement. Voilà, aujourd'hui, j'ai une statistique. En Côte d'Ivoire, c'est 75% des Ivoiriens qui utilisent ChatGPT et puis 25% entre Gemini, Claude et Perplexity et tout ça. Donc, c'est devenu une évidence aujourd'hui. Tout le monde a au moins ce raccourci-là sur son téléphone qui est utilisé, quoi. Donc, c'est aller plus rapidement que d'autres révolutions comme l'informatique ou l'Internet. Et ça va de plus en plus vite. Et en fait, il faut que les gens en aient conscience. Ouais. C'est la prise de conscience qui est très importante. Ça ne va pas changer notre métier, mais celui qui a cette capacité-là, il peut venir vraiment changer notre métier. Donc, l'humain est toujours maître, il reste toujours au cœur du système, mais il faut qu'il en ait conscience. Il ne faut pas qu'il se dise qu'il va le combattre. Pour ne pas être dépassé. Voilà, pour ne pas être dépassé. Et pour toi, quel est le rôle qu'un dirigeant doit avoir dans cette transformation? Mais il doit marquer l'impulsion. Il doit lui-même se dire aujourd'hui, OK, c'est quelque chose avec lequel on va vivre. Quand je dis on, je parle de l'humanité. Voilà. Donc, c'est quelque chose auquel on va vivre. On va devoir se réinventer. Donc, il faut aujourd'hui que je trouve un moyen, dans moi, mon entreprise, à impulser ce concept de dire aujourd'hui, OK, comment est-ce qu'on peut être plus productif avec l'intelligence artificielle? Parce que qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, dans les entreprises, pas mal d'employés utilisent l'IA sans que la direction générale soit au courant. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre un document stratégique de l'entreprise. Avec des données sensibles. Avec des données sensibles dans l'IA. Ils vont avoir une réponse. Ils vont donner cette réponse à leur patron qui va leur dire magnifique. Mais à la vérité, ils sont allés donner des données sensibles quand même à l'IA. Donc, il y a ce concept qu'on appelle de shadow AI qui est en train de prendre de l'ampleur à l'étranger, mais qui est en train de prendre aussi de l'ampleur sans qu'on le sache. Autant l'accompagner. Voilà, autant l'accompagner, autant le mettre dans un cadre, avec une gouvernance, avec une vision, à dire aujourd'hui, on est structuré sur de la donnée. Et cette donnée-là, c'est vraiment, comme on a dit tout à l'heure, l'or bleu ou l'or gris de notre boîte. Il faut que vous en ayez conscience. Donc, cette donnée-là, faites attention. Vous ne devez pas la mettre dans des outils qui sont gratuits et tout ça. Voilà. Donc, il y a vraiment cette prise de conscience-là que les directeurs généraux doivent avoir, doivent travailler avec leur DSI ou alors leur direction financière et trouver un moyen de faire rentrer l'IA et légitimer en fait le principe de l'IA. Parce que qu'on le veuille ou non, même si l'IA n'est pas légitimée, l'IA aura sa place dans l'entreprise, à l'insu de la direction générale. C'est rentré dans les habitudes, je t'ai parlé tout à l'heure de l'évidence. On est rentré dans la perception de l'évidence. C'est tellement évident que les gens ne pourront même plus s'y passer. D'accord. Ben écoute Cédric, je sens qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à creuser. Malheureusement, nous avons un temps limité. C'est ça. Mais qui sait, peut-être un autre épisode pour creuser un peu tout ça. C'est ça. Donc, je vais inviter nos auditeurs et nos téléspectateurs à retrouver donc, le lien qui s'affiche en bas de l'écran ou dans la description de notre podcast pour retrouver l'actualité de Cédric. Donc, avant de nous quitter, Cédric, j'aimerais te poser notre question signature. Pour toi, demain, si tout devait être humain plus IA, qu'est-ce que ce serait pour toi? Qu'est-ce qui devait rester profondément humain? La décision finale. La décision finale. La décision finale doit rester humaine. Le contenu sera créé par des intelligences artificielles, mais la décision finale, l'esprit critique, est-ce que ce que la machine m'a produit, ça a du sens, doit rester totalement humain. Et c'est ça qui fait la force aujourd'hui de l'humanité. Puisque c'est nous qui avons créé ces machines, c'est nous qui avons créé des données.
Donc, on reste maître de notre destin. D'accord. Alors, sur ces belles paroles, je veux te remercier. Merci à toi Merci aussi. beaucoup, Cédric. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Nouvel épisode de Tomorrow, Everything Will Be Human plus AI. Merci. Merci. Tomorrow, everything will be